Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss. Ah, j'ai un super programme aujourd'hui, hein. On va revivre les 3 dernières semaines de nos shows Dynamite et Rampage. Autant vous dire qu'il y a de sacrés bons moments et qu'on va vivre des histoires intenses avec nos meilleurs catcheurs. Alors accrochez-vous bien à vos fauteuils parce que c'est parti, on y va. Allez, je donne la parole à Forgy qui va vous expliquer tout cela. Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses, Forgy, c'est moi-même, et le catch, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Encore une fois, l'AEW, et aujourd'hui une vidéo spéciale récap des 3 dernières semaines des shows Dynamite et Rampage, qui sont les 2 shows principales de l'AEW. On va pouvoir discuter de ce qui s'y est passé, des histoires en cours actuellement, et je vais essayer de vous présenter au moins les catcheurs qui en font partie, comme ça vous aurez déjà une première vue des grands noms de la compagnie, en tout cas ceux qui sont actuellement en activité. Au fur et à mesure que vous aurez d'autres catcheurs qui arriveront dans de nouvelles rivalités et d'autres scénarios, je les inclurai dans nos vlogs quotidiens pour que vous ne loupiez rien de ce qui se passe à l'AEW. Je ne ferai jamais de récap chronologique, le but est de vous donner les différentes histoires qui se passent et de vous faire vivre les événements avec moi. Je rappelle que c'est une prise de position subjective. Je regarde les choses telles que moi je les reçois, je vous donne mon avis dessus, et bien sûr en commentaire vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ne vous inquiétez pas, vous saurez tout ce qu'il vous faut savoir sur les catcheurs en question, sur leur groupe, sur leur faction, et sur ce qui se passe actuellement dans leurs histoires. Et maintenant, pour les shows principaux, on a Dynamite, donc le mercredi, et Rampage, le vendredi. La plus grande rivalité, je pense, en compétition solo masculine, c'est la rivalité entre MJF et les piliers. Alors, pour vous resituer, donc MJF, c'est le connard arrogant, better than you, and you know it, donc meilleur que vous, et vous le savez, en quelques années, a déjà eu plusieurs des grandes rivalités de l'AEW. Par exemple, une grande rivalité avec Chris Jericho. Ils avaient des factions respectives, il y a eu un rapprochement de MJF auprès de la faction de Jericho, tout ça pour le trahir et former sa propre faction. Grand événement de sa carrière, la rivalité avec CM Punk a marqué les esprits. Elle a mené quelque chose lié au catch et à la profession, mais aussi aux souvenirs d'enfance, aux sentiments personnels, puisque MJF, étant fan de CM Punk quand il était jeune, a voulu s'approcher de lui, mais CM Punk ne lui a pas fait confiance et ça a créé une grosse tension et une rivalité entre eux, avec bien sûr la trahison de MJF à la fin. Pendant cette rivalité avec CM Punk, c'est je crois lors d'un discours de CM Punk qu'il a parlé des nouveaux talents, et notamment des piliers de l'AEW, que sont MJF, que sont Sammy Guevara, que sont Jungle Boy Jack Perry et Darby Allin. Ça va mener à un gros face-off où MJF, en accord selon lui avec Tony Khan, organise un grand tournoi des piliers où les différents protagonistes vont se battre les uns contre les autres pour être le finaliste contre MJF lors de Double or Nothing. En tout cas, c'est le plan prévu à la base. Pendant ce temps-là, MJF a organisé son propre petit plan en discutant avec Sammy Guevara, lui proposant de l'argent afin qu'il se couche si jamais il gagne le tournoi, pour que ce soit MJF qui finalement garde sa ceinture. Sammy Guevara, pour le présenter, est un nouveau talent qui est emmené, accompagné par Chris Jericho depuis le départ, depuis sa première faction, l'Inner Circle, et encore aujourd'hui dans sa faction actuelle, la Jericho Appreciation Society. C'est un catcheur très voltigeur, très athlétique, qui nous fait des très beaux mouvements, mais qui a tourné heel, a tourné plutôt détesté du public, depuis qu'il s'affiche avec sa bien-aimée, Tay Melo, et qu'il lui roule des gros palos à n'importe quel moment. Et cela, je pense, rend terriblement jaloux le reste du public, qui du coup le déteste pour ça, et le hue à la moindre occasion. Ce qui lui crée une espèce de hit énorme, ce qui lui permet d'être très présent dans les discussions des spectateurs, même si c'est pour le huer. Darby Allin, c'est ce skater un peu outsider, qui fait des vidéos artistiques, qui fait son propre bonhomme de chemin de son côté, et qui a sa propre vision en marge des choses. Il est secondé par un vétéran, lui aussi,
Sting, très connu pour ceux qui ont connu la grande époque de la WCW. Un catcheur qui est sûrement là pour finir sa carrière, mais qui a encore de beaux restes et qui a une sacrée présence scénique. The Icon Sting. Dans cette séquence, on le voit jeter ses pompons à la tête de MJF, disant qu'il n'est pas là pour être le cheerleader de Darby Allin, mais pour être son ami, son partenaire, et l'aider à obtenir la place qui est censée être la sienne, sa vraie place, le titre de champion. Il a déjà été plusieurs fois champion TNT, comme c'est le cas aussi de Sammy Guevara. Le dernier pilier, Jungle Boy Jack Perry. Pourquoi Jungle Boy? Jack Perry faisait partie d'une équipe de deux, une tag team, le Jurassic Express, avec son pote Luchasaurus, un dinosaure humanoïde, avec qui il a gagné le titre de champion par équipe de l'AEW. Donc on va voir cette séquence où ils vont tous se parler en disant « Oui, je t'adore toi, mais ce que j'aime pas chez toi, par exemple, c'est que tu es escorté par un vétéran, tu peux rien faire par toi-même, alors que moi, je me suis construit tout seul. » Oui, mais ce vétéran-là, il n'est pas là juste pour me porter. C'est mon pote, ensemble on s'est construit, mais j'ai récupéré le titre et je vais maintenant devenir champion du monde. Bref, il y a une rivalité qui va se monter. À la fois, on sent des amitiés, mais on sent aussi des tensions entre eux. Et puis, on va avoir ces deux clans qui vont se former. D'un côté, MJF et Sammy Guevara, et de l'autre, Jungle Boy et Darby Allin. Mais on sent que ce sont des équipes avec beaucoup de friction, puisque tous veulent ce titre solo, et on sent qu'il y a déjà des histoires derrière ça. Va y avoir des trahisons, et ça va pas se passer comme c'est prévu. Et cela nous mène à la situation où on est aujourd'hui. Pour Double or Nothing, on va avoir un four-way, à savoir que les quatre vont se confronter pour le titre de champion du monde AEW. C'était sûr que ça allait arriver jusque-là. C'est Tony Khan qui a pris la décision, vu les malversations qu'ont faites MJF et Sammy Guevara pour s'assurer de la victoire. Et du coup, les prochaines semaines vont monter ça en pression et vont nous permettre d'arriver à cette conclusion. Qui va être le nouveau champion AEW? À mon avis, je pense que MJF va conserver son titre, mais on le verra très vite. Alors, le prochain récit dont je vous parle, c'est des big men, des catcheurs très musclés, très puissants, qui se trouvent donc dans une rivalité pour le championnat TNT, qui est le championnat donc secondaire de l'AEW. Du coup, on a Wardlow, un athlète très puissant, mais aussi capable de prouesse physique et d'agilité. Il est à la fois dans la lignée d'un Goldberg, si vous avez connu la WWE, donc très puissant, qui fait des matchs intenses et courts, et avec un grand soutien du public. Et en même temps, on peut le voir faire des choses de dingue dans le ring, où il va pouvoir sauter en arrière depuis la troisième corde, faire des moonsaults, des flips. C'est assez impressionnant. Il en fait qu'à certains moments, du coup ça a à chaque fois un impact sur le moment, et ça reste bien en tête. Et il est rentré en rivalité avec Powerhouse Hobbs, Powerhouse Hobbs, qui lui aussi est une grosse machine à muscles et à destruction massive. Leur récit s'est fait à coup de cambriolage de voitures, de destruction de véhicules, comme on peut le voir, et de patates fraîches et bien dans ta gueule. Hein, faut dire ce qui est, ils y vont sévère, c'est pas des powerhouse pour rien. Vient s'ajouter à ça un nouveau personnage. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de Luchasaurus. Alors Luchasaurus s'est séparé de son tag team avec Jungle Boy. Le manager de l'époque, de leur équipe, Christian, l'a fait à l'envers à Jungle Boy et a récupéré Luchasaurus comme son homme de main. Et Luchasaurus, il impressionne, hein. C'est pas un dinosaure de pacotille, hein. C'est pas Denver, le dernier dinosaure. Il fait pas du rock, ou alors avec tes dents, hein. Et du coup, il est passé en mode dark, avec un masque de dinosaure dark, noir, sombre.
Voilà. Et Christian, qu'on peut aussi avoir connu quand il était en duo avec Edge. C'est un vétéran, 30 ans de métier, très doué au micro. C'est un heel, donc avec le public ado, et il est très très fort pour faire monter la pression. Et donc là, on avance vers un conflit entre Wardlow et Luchasaurus, avec bien sûr Christian au milieu de tout ça. Alors je sais pas si Powerhouse Hobbs va revenir dans les débats, mais voilà, on a plusieurs big men qui sont en train de rentrer en conflit, et ça annonce du punch. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Le nouveau conflit dont je vais vous parler est assez récent, mais met en scène Jay White, un nouvel arrivé à l'AEW, venu tout droit du Japon, de la NJPW, et je dois vous parler de Jay White. Jay White, c'est également un de mes catcheurs préférés. C'est pas forcément que son côté in-ring, pas que son côté technique. C'est un très bon catcheur, il est très agréable à regarder, mais il y a autre chose, quelque chose qui rend Jay White unique. C'est son adresse aux gens, son adresse au public et son adresse à son adversaire. Quand on regarde un match de Jay White, on regarde un show. Il va parler à son adversaire, parler au public, parler à l'arbitre, essayer d'embrouiller les esprits. C'est là-dessus qu'il marche beaucoup. Il a en plus un très beau physique, qui lui permet d'aller très loin dans ce qu'il fait. Mais c'est vraiment tout ce côté-là à côté, cette espèce de trickster, de mec qui, par les mots, par les gestes, va t'embrouiller le cerveau et t'emmener là où il veut. Et donc, il revient former sa faction ici, à l'AEW. Et c'est un plaisir à regarder et à écouter. Jay White, c'est compliqué parce que le son n'est pas toujours à son avantage. On n'entend pas toujours bien la télévision, tout ce qu'il est en train de dire. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est là où il y a tout le sel de ce qu'il est capable de donner. Et donc, il est en conflit actuellement avec Ricky Starks, quelqu'un qu'on pourrait voir comme le 5e pilier de l'AEW. Là, on a d'un côté Jay White et Juice Robinson, le Golden Bullet Club, contre Shawn Spears et Ricky Starks, le 5e pilier. Ça donne des matchs très intéressants, beaucoup d'embrouilles, bien sûr. Un coup, je te menace, mais je me cache derrière quelqu'un d'autre. J'essaye de te faire des trucs en douce. Quand le match est fini, je te tabasse pour que tu ne me reviennes pas dessus. Bref, toutes les tactiques du heel qu'on peut imaginer vont être utilisées par le Golden Bullet Club. C'est très efficace et ça donne vraiment envie de revenir les semaines d'après. Donc on va avoir une nouvelle faction, les Outcasts, qui sont composés de Saraya, anciennement Paige à la WWE, de Toni Storm, qui était Toni Storm, la WWE, et Ruby Soho, qui était Ruby Riott. Alors justement, ça va jouer sur ce concept-là, une espèce d'angle d'invasion des catcheuses un peu stars, vétéranes qui viennent de la grande compagnie et qui viennent un peu dominer et prendre le pas sur les catcheuses de la formation de l'AEW, Dr. Britt Baker DMD et Jamie Hayter, l'actuelle championne féminine. Le concept de cet angle, c'est que les Outcasts vont écraser toutes les catcheuses qu'elles vont rencontrer et leur peindre dessus un grand L vert, symbole de loser, pour montrer à quel point elles sont fortes et elles ont peur de rien. Alors l'histoire suivante est une rivalité un peu historique. Voyez-vous, à la ROH, la Ring of Honor, pendant 15 ans, 20 ans, l'équipe tag team dominante, c'était les Briscoe Brothers, qui ont été 13 fois champions de tag team. Ils sont extraordinaires, sont hyper agréables à regarder. Leur concept, c'est des personnages de redneck du bayou. Hein. On comprend pas toujours ce que dit Mark Briscoe d'ailleurs. Et ils font du kung-fu du redneck, ou du kung-fu du bayou. Une espèce de mélange de kung-fu et de coups un peu bizarres, puissants et fait avec beaucoup d'athlétisme. Très agréable à regarder et très bourrin, parce qu'ils n'ont pas peur de saigner et d'envoyer sévère.
Et malheureusement, Mark Briscoe a perdu son frère Jay lors d'un accident de voiture il y a quelques mois. Très triste nouvelle pour le monde du catch. Il y a eu un très bon tribute qui a été fait par l'AROH, l'AEW, à Jay Briscoe. Et après, quelques temps, le temps de se remettre un petit peu et puis d'avoir l'envie d'avancer dans sa carrière, eh bien, Mark Briscoe revient à la fois à la Ring of Honor et à la fois ici à l'AEW. Les derniers adversaires des Briscoe Brothers, c'était FTR. FTR, qui est une des équipes tag team les plus dominantes au monde de ces dernières années. L'année dernière, par exemple, ils avaient les titres de champion tag team de 3 fédérations différentes. La ROH, Ring of Honor, la AAA, le Mexique, et la NJPW, le Japon. Pendant la période où ils étaient à WWE, ils s'appelaient The Revival, parce qu'ils ont un style très old school, beaucoup de prises, beaucoup de jeux sur le tag team, se faire la passe, et être à 2 contre un seul adversaire, et à tourner, pour que ça soit jamais le même lutteur qui soit en train de catcher. Et donc, FTR a lié des liens d'amitié très forts avec les Briscoe, donc Mark Briscoe, et ils pourraient très bien faire quelque chose ensemble. De l'autre côté, il y a Jay Lethal, qui est aussi un grand nom de la Ring of Honor, et qui a proposé à Mark Briscoe de se mettre en alliance avec lui, peut-être pour reformer une équipe, une tag team qui pourrait être compétitrice. Seulement voilà, Jay Lethal, il est déjà dans une faction, avec Jeff Jarrett et Satnam Singh, pas vraiment un catcheur, juste un grand géant de 2 mètres beaucoup trop, qui catche très peu, qui fout surtout des mandales quand il y a besoin. C'est un peu leur garde du corps de luxe, on va dire. Et du coup, l'idée de Jay Lethal est de faire rejoindre Mark Briscoe dans cette faction. Sauf que c'est une faction heel, à qui on peut pas vraiment faire confiance. Et donc Mark Briscoe se retrouve un petit peu tiraillé entre FTR d'un côté et Jay Lethal et Jeff Jarrett de l'autre. Alors une autre grande rivalité du moment, c'est le retour à l'AEW d'Adam Cole, baby, catcheur du circuit indépendant qui a fait son nom à NXT, à la WWE. Adam Cole, baby, a un charisme phénoménal. Malheureusement, il s'est chopé une commotion cérébrale l'année dernière, et ça fait 9 mois qu'il ne catche plus. Il vient de faire son retour, et à l'occasion de son retour, il a eu un face-à-face avec Chris Jericho, la légende Chris Jericho, le catcheur aux multiples personnalités, aux multiples personnages d'ailleurs, The Wizard Chris Jericho, The Hot Show Chris Jericho, l'influenceur Chris Jericho, le champion Chris Jericho, bref. Celui qu'on ne pourra jamais enterrer. Je pense que même mort, il continuera de catcher et de faire du rock. Et donc ils ont eu ce face-à-face, où Adam Cole a dit Chris Jericho, tu as toujours été mon idole, plus jeune déjà, ça rajeunit pas, tu étais celui qui était mon modèle, et je t'ai toujours gardé en ligne de mire comme étant un objectif à atteindre. Et Chris Jericho, un peu à sa manière, de heel, lui a dit « Eh ben, je t'aime pas toi du tout, je te respecte pas du tout. » Et du coup, et mes potes, ben, ils sont intervenus par derrière, sa faction, la JAS, la Jericho Appreciation Society, donc la société qui apprécie Jericho, est tombée par derrière sur Adam Cole et lui a mis sa misère. Du coup, ça commençait pas très bien comme discussion. Et ce conflit commence à ce niveau-là. Alors, il y a plein de tensions entre eux. Et lors d'une confrontation entre Jericho et Adam Cole, baby, où Jericho va encore une fois appeler ses potes à la rescousse, la JAS, eh bien, Adam Cole va se faire menotter au cordes du ring. Dr. Britt Baker, qui est une dentiste, une vraie dentiste, qui exerce à l'heure actuelle, et aussi la copine d'Adam Cole. Quand elle a vu son copain se faire tabasser par Jericho et ses associés, elle est intervenue sur le ring pour essayer de les séparer.
n'étant pas le mec le plus galant du monde, Jericho a fait quelque chose de pas très très clean. Donc par derrière est arrivé les personnes qui n'aiment pas trop Britt Baker. Vous vous rappelez les fameuses Outcasts? Toni Storm, Rubisso, Saraya. Et alors qu'il allait... Jericho, alors qu'il allait frapper Adam Cole avec un kendo stick, un bon coup de bâton dans sa tête, eh bien il a tendu le kendo stick à Saraya pour que Adam Cole, toujours prisonnier et menotté, regarde sa copine, notre célèbre dentiste, se faire frapper à multiples reprises. Ça a dû être douloureux le lendemain quand elle allait opérer les dents. J'ai mal là. Oui, bah moi j'ai mal là. Donc t'es gentil, tu prends ton mal en patience. Lors des shows de cette semaine, alors qu'ils sont encore en train de se prendre la tête et encore en train de se batailler, forcément Adam Cole il n'a plus trop envie d'être le pote de Jericho à ce moment-là. Eh bien, Adam Cole a eu des renforts. D'abord, Orange Cassidy. Je ferai une petite aparté sur Orange Cassidy après. Et Bandido, un célèbre catcheur mexicain extraordinaire, voltigeur, athlétique, extrêmement fort, il peut soulever quelqu'un au-dessus de sa tête pendant des plombes, sont venus l'aider. Mais comme ils sont venus un par un et que la JS était plus grand en nombre, ils ont commencé à se faire tabasser. Et là, à la surprise générale, un ancien d'une faction d'Adam Cole, Roderick Strong, qui faisait partie de l'Undisputed Era à NXT, quand Adam Cole y était, est venu sauver Cole, et du coup, aider à la fois Cole, Cassidy et Bandido. On en est là, il va sûrement encore se passer plein de choses, puisque on va avoir un combat faction contre faction, je crois la semaine prochaine. La particularité d'Orange Cassidy, c'est que Orange Cassidy, c'est une figure tranquille. Il a ce côté un peu nonchalant qu'on peut voir dans des nouvelles générations. Il se balade les mains dans les poches, d'ailleurs il passe son temps à vouloir mettre ses mains dans ses poches pendant les matchs, et combattre d'ailleurs avec que ses jambes, c'est extraordinaire à voir. Et il est partisan du moindre effort, sauf de temps en temps où il a une fulgurance, et il fait 2-3 mouvements à tomber dans son siège. On peut tomber par terre aussi, c'est en fonction de là où vous êtes à ce moment-là, bien sûr. En tout cas, Orange Cassidy, c'est un phénomène à lui-même. On aurait pu penser que c'est un phénomène qui n'aurait pas duré. Moi, quand j'ai commencé à regarder la WWE il y a un peu plus de 2 ans, j'ai commencé en voyant un match de lui, en me disant « c'est fou ce qu'il fait !» Mais par contre, bon, le côté nonchalant, ça va pas marcher, quoi. 2 ans et demi plus tard, c'est toujours aussi efficace. Il le joue très bien, très incarné. Ça se renouvelle beaucoup, et puis c'est très bon en termes de comédie, parce qu'il en faut aussi. C'est très rythmé, on se marre beaucoup. Les matchs d'Orange Cassidy, une perle. Là, je vais vous faire un peu le main event de cette vidéo, et vous parler de la grande rivalité du moment. Peut-être une des choses les plus intéressantes de la AEW depuis plus d'1 an. En tout cas, ces factions qui rentrent en guerre, là, totale, depuis un bon mois, je dirais. Je vais vous parler du BCC et de The Elite. Alors, le BCC, c'est le Blackpool Combat Club. Je ne peux pas vous faire tout l'historique du Blackpool Combat Club, c'est beaucoup trop long. Mais ça part de 2 anciens catcheurs de la WWE, Bryan Danielson et Jon Moxley. Daniel Bryan et Dean Ambrose, pour ceux qui les ont connus à la WWE. Qui du coup, à un moment donné, ont décidé de se mettre ensemble, de créer une faction ensemble. Avant ça, ils se sont pété la gueule pour voir si ça allait fonctionner, au point qu'ils avaient envie de se foutre sur la gueule. Et là est intervenu William Regal, un vétéran, qui ne catche plus, mais qui est un manager, on va dire, presque un entremetteur, qui s'est mis entre eux, et qui leur a dit, bon, ça suffit de déconner les mecs, vous vous mettez ensemble, et on va faire des grandes choses.
Leur idée, c'est de prendre quelqu'un, un jeune prometteur, et d'en faire une machine de combat, une machine de sang, de technique, de puissance, d'intensité. Et c'est le cas de Wheeler Yuta, quelqu'un qui était relativement sous-coté, qui traînait avec Orange Cassidy et les Best Friends, une de ses factions. Et il a rejoint le Blackpool Combat Club après avoir fait ses preuves. Et depuis, on a cette image de ce jeune qui en veut et qui n'est pas prêt de lâcher le beefsteak. Les a rejoints un peu plus tard l'ancien Cesaro, Claudio Castagnoli, le Suisse, le Superman suisse, qui est tout à fait dans la veine autant technique que Bryan Danielson, que bourrin de Jon Moxley. Donc c'est cette faction qui s'est pris sévèrement la tête avec la faction de Jericho l'année dernière, et qui a décidé que ça suffisait d'être gentil, qu'ils étaient des combattants professionnels, des pro-wrestlers, et qu'ils devaient marquer leur territoire dans le sang et dans la souffrance. Et ils se sont attaqués à la grande figure de l'AEW, cette faction qui est à l'origine même de la création de la compagnie, The Elite, Kenny Omega et les Young Bucks. Et ils l'ont fait dans le sang. Vraiment dans le sang. On peut en voir leur manager Don Callis, qui se retrouve avec un crâne légèrement ouvert. Je ne peux pas vous montrer la photo, mais si vous avez l'occasion de tomber dessus, c'est intense. Hein. Et donc cette rivalité est très puissante dans le coup, dans le combat, dans la technique, des matchs incroyables. On n'en est encore qu'au début, il y a encore un grand potentiel. Ça se fait des jeux chauffourés, ça vient éclater des gens pour prouver qu'ils sont les plus forts. Et Bryan Danielson vient rajouter son grain de sel en traitant The Elite, les Young Bucks et les Kenny Omega, ces grands catcheurs qu'ils sont, d'amateurs. Oui, d'amateurs. Car ils ne viennent pas de la grande fédération, de la WWE, non, ils viennent du Japon, ils viennent de la ROH. Ils n'ont pas vraiment fait leurs preuves. Ce ne sont pas de vrais pro-wrestlers. Ce sont des amateurs. Oui, des amateurs. Amateurs, oui, il va le tambouriner souvent, beaucoup, pour qu'on comprenne bien son point de vue. Des amateurs. Et du coup, les amateurs, on leur pète la tête. À coup de tournevis, oui, parce qu'on ne fait pas dans la datelle. Et donc, il y a eu des échanges. Un coup, un match où le tournevis est dans la main de Bryan Danielson. Un coup où le tournevis est dans la main de Kenny Omega. Et on a des personnages en plus qui se rajoutent. Don Callis, qui a voulu faire une intervention, s'est retrouvé tout penaud avec sa chaise quand Bryan Danielson l'a regardé. Lui a fait un sourire. Bon, Don Callis, il est reparti la queue entre les jambes. Et il est parti chercher une star montante de la DDT au Japon et star montante de l'AEW, Yonosuke Takeshita. Et attention, je ne vais pas vous le dire souvent, hein, Yonosuke Takeshita. Un personnage qui avait plutôt des liens avec Bryan Danielson, qui avait fait un très bon match avec lui il y a quelques temps encore, et du coup il y avait une espèce de lien professionnel qui s'était fait entre eux. Mais il n'est pas vraiment dans ce côté des heels très tenaces que joue le BCC. Et il se retrouve un peu entre les deux à un moment donné, entre The Elite et le BCC. Kenny Omega va utiliser son tournevis sur Bryan Danielson et Takeshita se met un peu au milieu en disant non, tu peux pas faire ça. Du coup, le BCC va éclater The Elite et Kenny Omega. Et puis ils disent à Takeshita, bon maintenant t'es mûr. On sait que tu le veux, on sait que t'es prêt, vas-y rejoins-nous au Blackpool Combat Club. Et devant l'hésitation de Takeshita de faire ce pas qui ne lui ressemble pas, Wheeler Yuta lui afflige un joli coup dans les roustons, dans les joyeuses, ce qui fait qu'il y a très peu de chances maintenant que Takeshita rejoigne le BCC. On en est là, ça fracasse sévère, c'est du très bon catch, du très haut niveau, avec
deux des meilleurs catcheurs all-time, Kenny Omega, Bryan Danielson, et plein d'autres gens super bons. C'est que des très bons. Je vous conseille de suivre cette histoire avec attention. Je vous garantis, dans les prochaines semaines, les vlogs vont en parler, jusqu'à Double or Nothing, peut-être même plus loin que ça, et ça va nous faire des matchs d'anthologie. Et bien voilà, on a rattrapé l'essentiel. Donc maintenant, c'est le moment où vous allez pouvoir vous abonner, hein, bien sûr. N'hésitez pas de lâcher des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la AEW actuellement, si vous suivez, si ça vous a permis de raccrocher les wagons, s'il y a des choses que vous voyez pas pareil que moi, si vous avez des questions à poser ou vous voulez juste discuter, bien sûr. Et puis, mettez un pouce bleu, ça aide la chaîne. Vous pouvez faire des donations si vous voulez, me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos, que vous regardiez les vlogs qui vont commencer bientôt. Je vais essayer d'en faire un par semaine, pour vous mettre à jour de Dynamite et Rampage. Puis bah, je vous souhaite à la prochaine fois les bastonneurs, les bastonneuses. À très bientôt!